La majorité des experts s'entendent pour dire que ça devrait arriver entre 2026 et 2030, l'arrivée de l'AGI. Et ces mêmes grands chercheurs-là, penseurs, ces grands présidents d'entreprise-là s'entendent qu'on a une chance sur 4 que cette intelligence-là, à terme, mène à notre perte et qu'elle se rebelle contre nous ou qu'elle se rende compte qu'elle n'a pas besoin de nous pour continuer à avancer comme trop longtemps nous-mêmes on a eu avec notre planète ou avec l'environnement qui nous entoure. Et ça, c'est un peu inquiétant d'écouter ça. Donc, on est de retour sur le podcast Hyper Croissance en mode discussion d'affaires ou discussion AI. Vous décidez, vous choisissez. On est de retour. Jonathan est avec nous, fraîchement revenu de San Francisco pour le AI World Summit. Est-ce que je le prononce bien, Jonathan? World AI Summit, exactement. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et il y a eu des nouvelles intéressantes que je pense que ça vaut la peine de partager avec notre audience aujourd'hui pour éduquer un petit peu les gens sur ce qui est en train de se dérouler dans les avancées ahurissantes d'intelligence artificielle. Je sais que tu as quelques nouvelles, Jonathan, mais avant de te lancer sur les nouvelles, là, tu m'as sorti une statistique qu'on parlait hors d'onde. Comme quoi, les gens très avancés là-bas ont augmenté leur niveau de pourcentage ou augmenté, peut-être toujours été le même, sur le fait que l'IA et l'espèce humaine pourraient ne pas nécessairement bien vivre ensemble sur le moyen terme. Est-ce que je me trompe ici? Explique un peu tout ça à notre audience. Écoute, Antoine, tu ne te trompes pas. Le sommet, le World AI Summit a abordé différents sujets, dont un, justement, le futur négatif de peut-être qui peut s'en venir en avant. Puis j'ai du positif que je vais pouvoir partager avec vous. Mais ça en était un point d'une conférence. C'est un PhD, une personne qui a un PhD dans une université qui expliquait que les experts présentement, puis même les CEO des grandes entreprises comme Sam Altman, le CEO également d'Anthropic et toute cette belle gang-là s'entendent dans un ratio de entre 15 à 25 % de chance quand on va avoir atteint l'AGI. Et c'est quoi l'AGI? C'est la capacité d'intelligence artificielle à agir comme un humain dans la majorité des tâches. Donc, de dépasser l'humain moyen sur la majorité des tâches et d'être capable d'avoir un raisonnement et de simuler un humain dans le fond carrément. Donc, 15 à 25 % de chance d'extinction de la race humaine, c'est ce que les experts présentement s'entendent pour dire que c'est ce qui risque d'arriver. Parce que la triste nouvelle, la triste réalité derrière tout ça, ils les répétaient au sommet d'IA justement, c'est que on a mis au monde une boîte noire qu'on ne comprend pas encore comment ça fonctionne, comme un cerveau humain. Là. Dites-vous, c'est l'équivalent, là, un LLM ou de l'IA, c'est un réseau de neurones numériques. Donc, on réplique un peu ce que le cerveau humain fait. Et c'est un peu par coïncidence qu'on est tombé là-dessus et on s'est rendu compte, plus qu'on met de la puissance, plus qu'on met des données, plus que ça donne un résultat qui fait du sens. Donc, présentement, on a mis au monde une boîte noire qu'on ne comprend pas à l'intérieur comment ça fonctionne. Et tout ce qu'on fait présentement, c'est mettre plus de puissance, plus de données pour voir si ça donne des meilleurs résultats. Et ce que les experts disaient sur stage, c'est que présentement, les benchmarks sur lesquels on prend ces cerveaux numériques-là qui sont mis au monde pour dire à quel point ils sont rendus forts, on est obligé, dans les dernières semaines et les derniers mois, de réinventer ces benchmarks-là parce que le cerveau humain lui-même n'est plus capable d'inventer un test qui est assez fort que lui-même comprend. Donc, on est rendu à la limite du benchmark que l'humain lui-même peut inventer une échelle de complexité de problème. Et là, on tombe complètement dans une zone d'inconnu présentement. Et c'est ça qu'il dit, c'est que présentement, c'est une boîte noire, c'est la course folle des compagnies privées à amener les cerveaux à la plus grande capacité possible ou vers l'AGI. La majorité des experts s'entendent pour dire que ça devrait arriver entre 2026 et 2030, l'arrivée de l'AGI. Et ces mêmes grands chercheurs-là, penseurs, ces grands présidents d'entreprise-là s'entendent qu'on a une chance sur 4 que cette intelligence-là, à terme, mène à notre perte carrément et qu'elle se rebelle contre nous ou qu'elle se rende compte qu'elle n'a pas besoin de nous pour continuer à avancer comme trop longtemps nous-mêmes on a eu avec notre planète ou avec l'environnement qui nous entoure. Et ça, c'est un peu inquiétant d'écouter ça. Mais ce qui est intéressant, vas-y Antoine, je te laisse rebondir. Oui, j'imagine qu'on va amener un petit peu de positivisme par la suite dans la conversation, mais je peux pas passer à côté de ça pour dire que 25 %, c'est énorme, mais c'est énorme. Une chance sur 4 de simplement penser qu'il pourrait y avoir cet enjeu-là. Et si c'est un consensus, ça veut dire qu'il faut pas prendre ça à la légère. De un, et c'est le paradoxe incroyable du capitalisme.
et du système libre marché, hein, soyons honnêtes. Je suis un grand fan de ce système-là, mais c'est de se dire, les plus grandes entreprises au monde sont à la course en ce moment pour bâtir la meilleure intelligence artificielle pour, eux l'espèrent, aller générer plus de marge de profit qui, au final, a une chance sur 4 de mettre fin à la race humaine. Le paradoxe, hein? Et on suit ça et on parle de ça chaque semaine avec fascination et autant toi que moi, on intègre ça dans nos entreprises et j'imagine également beaucoup de nos auditeurs. Donc, je trouve que c'est un paradoxe incroyable et peut-être juste pour enchérir là-dessus, on ne va pas non plus s'éterniser, mais ça confirme également un point que tout changement technologique ou gros changement qui peut se dérouler dans le monde, il y a continuellement une disparité assez importante, Jonathan, qui s'intègre au niveau de la richesse et qui possède ces actifs-là, parce qu'on le voit, ça continue. Il y a des mises à pied de 5-10% qui se font dans les plus gros joueurs technologiques, donc qui sont capables de faire plus avec moins. Et je te le disais un petit peu hors d'onde, je ne sais pas à quel point il y a beaucoup du moins à court terme, il y a beaucoup de profits, de revenus qui viennent se générer autour de l'intelligence artificielle autre que pour NVIDIA. Mais il y a définitivement de l'efficacité et l'efficacité vient se chercher un petit peu au détriment de remplacer, on pourrait dire, certaines autres entreprises. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que ces fameux agents-là sont en train de littéralement remplacer, en entendre le dire, ce que d'autres logiciels ou ce que d'autres prestataires sont capables de faire. Donc, il y a un petit peu cette une chance sur 4-là que ça se transforme de manière négative. Il y a également la possibilité, soyons très, très clairs aussi, et je pense que c'est important de le mentionner, il y avait le CEO d'Anthropic qui mentionnait ça il y a quelques semaines de cela, et il y a même, je me rappelle pas le nom de la personne qu'on appelle un petit peu, la personne qui est derrière l'IA, qui est littéralement le père de l'IA. Il faisait un podcast avec Steven Bartlett sur de Diary of a CEO cette semaine, que j'ai écouté, que je trouvais très, très intéressant d'ailleurs. Et il avait littéralement le même point que l'ancien CEO d'Anthropic, de dire il pourrait y avoir une vague de personnes qui perdent leur emploi. Donc, son nom, c'est Geoffrey Hinton, à cause de l'intelligence artificielle. Et bon, j'essaie d'être très, très clair avec l'audience aujourd'hui. Je suis un éternel optimiste et je pense que beaucoup de belles choses qu'on est capable d'aller trouver avec l'intelligence artificielle. J'ai juste l'impression qu'en ce moment, ça se matérialise peut-être plus vite que prévu. Quand on voit les coupures, quand on voit ce qui est en train de se mettre en place, on n'a pas le choix de commencer à considérer un petit peu les deux côtés et de pas simplement avoir les yeux fermés et de se dire wow, tout est parfait. Et on peut pas non plus se dire, et je pense que ça peut faire mal à certaines personnes, ce que je vais dire aujourd'hui, que je crois de moins en moins à cette phrase de dire c'est pas l'IA qui va vous remplacer, c'est quelqu'un qui utilise l'IA qui va vous remplacer. J'aurais tendance à croire qu'on peut commencer à dire que c'est l'IA qui peut vous remplacer sur certains aspects. Et si on le dit maintenant, j'aurais même tendance à croire que ça va être encore plus vrai dans 2 ans ou dans 3 ans. Et je serais pas surpris que tu aies entendu ça à la conférence que tu étais. Et je pense que faut, en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité, toi, moi, Jonathan, et n'importe qui prend le micro et qui parle et qui écrit et qui fait du contenu, de pas juste se mettre du côté de l'ultra positivisme. Je trouve qu'il y a des choses totalement fantastiques sur la productivité et l'efficacité que tu es capable de mettre dans ton entreprise, mais il y a des choses qui arrivent d'un autre côté. Chance sur 4 de voir l'extinction de la race humaine. Je ne sais pas si c'était autant intense que ça dans la manière qu'ils l'ont dit, mais si tu le dis, et j'ai vu les gens qui étaient à la conférence, c'était des très, très grands joueurs mondiaux, c'est des gens qui ont de l'intelligence et qui ont une vision sur tout. C'est pour dire, là, faut pas juste balayer sans touche. C'est complètement fou, honnêtement. Puis, ce qui est intéressant dans la conférence, c'est qu'on a touché vraiment à différents sujets. On a touché à l'automatisation dans les entreprises, l'aspect sécurité de l'IA, l'aspect énergétique, le côté négatif du futur, le côté positif, le côté des talents aussi. Je vais vous en donner quelques points aujourd'hui. Si jamais vous voulez avoir plus de détails, on va faire un long podcast sur notre podcast Complice numérique chez OpenMind. Fait qu'hésitez pas à venir le voir dans les prochaines journées. Mais je commence d'ailleurs avec peut-être juste 2 petites nouvelles rapides qui peuvent impacter dans votre quotidien d'entreprise ou dans votre day-to-day personnel. En parallèle du World AI Summit, il y avait un gros événement qui était le Y Combinator Event au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a des excellentes vidéos YouTube qui ont sorti.
sur Internet. C'est un des événements, je pense, qui était les plus regardés mondialement au niveau de l'IA, là, en même temps que le World AI Summit. 2 nouvelles. Sam Altman s'est échappé à 2 reprises. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais GPT-5 qui s'en vient cet été. Je ne sais pas si tu as vu ça. Donc, GPT-5 qui devrait sortir cet été selon Sam Altman. Et la deuxième nouvelle qui peut venir impacter dans votre entreprise, OpenAI va sortir un modèle open source qui devrait arriver très rapidement dans les prochaines journées, voire les prochaines semaines. Donc, enfin, OpenAI qui va être un peu ouvert. Reste à voir, ça va être un vieux modèle ou quelque chose de très, très lent. C'est sûr. Mais c'est quand même intéressant à aller voir arriver sur finalement ce terrain-là. Donc, je propose de me promener d'une catégorie à l'autre. Là, j'ai du matériel pratiquement pour parler 2 heures, mais je vais prendre peut-être un point par sujet. On a parlé du côté négatif, qui est une chance sur 5 d'extinction de la race humaine. Je vais aller du côté positif parce que c'était un petit peu ce qui s'est passé dans cette conférence-là, c'est qu'il y avait vraiment des réflexions complètement aux opposés. Et le lendemain de cette fameuse conférence-là, que la personne a dit il y a un risque très élevé d'extinction de la race humaine quand on va atteindre l'AGI. Le lendemain, il y a un autre conférencier qui vient et dit peut-être qu'on va se faire sauver la race humaine grâce à l'AGI. Parce que la réflexion là-dedans, c'est qu'on est déjà en train de mettre en marche des outils technologiques qui peuvent causer vraiment des dommages à la race humaine. On parle, par exemple, de la bombe nucléaire ou même une cyberattaque massive par l'intelligence artificielle dans sa forme actuelle. Eh bien, si rendu à l'AGI, l'intelligence artificielle se dit on va protéger l'humain, c'est peut-être cette intelligence-là artificielle qui va réussir à venir nous protéger et à venir nous sauver d'une extinction devant nous. Et ça a été un petit peu ça tout le long de la conférence, d'aller vraiment se promener dans des opposés, qu'à un moment donné, ton cerveau s'en va à gauche, puis quelqu'un te ramène complètement de l'autre côté. Tu fais « Mon Dieu, je n'avais pas pensé à ça, je n'avais pas réfléchi à ça. » Puis entre autres, au niveau de l'aspect énergétique, on en a parlé souvent, Antoine, qu'il va y avoir une crise énergétique, puis ils nous ont promenés vraiment partout à gauche et à droite, mais il y a un morceau vraiment que j'ai retenu, c'est la conférence de Pablos Holman. Je ne sais pas si tu as déjà entendu Antoine parler de cette personne-là. Non. C'était la dernière conférence de la première journée. J'étais accompagné de Christine de chez Triba Intelligence Collective et on regarde le descriptif et on se dit « ça a l'air plate, pas sûr qu'on va rester ». Je dis à Christine « attends, on va regarder les 5 premières minutes ». Le gars, il arrive sur la scène habillé en cuir pratiquement comme dans la Matrice avec des lunettes qui ressemblent au gars de la Matrice. Et là, je dis « bon Dieu, ça a l'air tout un personnage » et il se met à faire un storytelling que tu dis, il s'en va où avec ça? Puis à un moment donné, les points se connectent. Et je fais, wow, ce gars-là est un génie incroyable au niveau énergétique. J'ai été faire des recherches après, il a 6000 brevets, lui et son équipe, qu'il a développé à son actif, principalement dans l'énergie. Puis je vais essayer de vous retransmettre un petit bout du storytelling que je trouvais extrêmement pertinent. Il y avait 2 morceaux, entre autres, qui parlaient. Le premier morceau, c'est qu'il disait qu'on vit « We're living in the wrong fork of the humanity ». Donc, on est présentement dans le mauvais embranchement de l'humanité à cause d'un seul événement qui s'est passé il y a 50 ans qui encore aujourd'hui impacte grandement notre quotidien. Et sa logique était la suivante. Si on prend une canne de soupe et que c'est du combustible nucléaire, c'est assez de combustible et d'énergie pour faire vivre une famille complète pour une vie entière. Si on le compare à du charbon, qui est souvent ce que les centrales aujourd'hui utilisent pour l'électricité, entre autres en Chine, il faut 18 wagons de charbon, de train, pour équivaloir à la même énergie. Et là, ce qui explique, c'est qu'ils sont en train de travailler sur des mini-centrales nucléaires qui sont capables de développer à scale, donc à grande échelle pour faire baisser les coûts, qui sont très peu dangereuses. Et leur logique, c'est qu'ils vont creuser 2 km de profondeur, un trou, et descendre la mini-centrale à 2 km de profondeur. Il dit, le moindrement qu'on a besoin d'autre énergie, on reperce un autre trou à côté, on descend à 2 km de profondeur. Et là, où ce qui nous amène dans sa logique, c'est quand il y a eu l'événement de Tchernobyl, il y a 50 ans, ça a marqué une génération, qui a marqué une autre génération, qui a marqué une autre génération. On n'a pas vécu nous-mêmes cet événement-là, mais on a peur du nucléaire. Et ce qu'il dit, c'est... La question qui m'a vraiment jeté à terre, c'est pensez-vous aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Tchernobyl et qu'on ait continué le développement technologique de cette technologie-là et qu'on n'ait pas mélangé la bombe nucléaire avec l'énergie nucléaire, qui est 2 choses différentes, pensez-vous qu'on aurait des problèmes aujourd'hui au niveau de l'environnement et du réchauffement climatique? Et ça m'a frappé vraiment de dire « wow, il est arrivé un événement il y a 50 ans qui a créé un embranchement dans l'humanité, qu'on a mis une pause sur une technologie qui est extrêmement promettrice, que si c'est bien contrôlé et que c'est bien fait, c'est vert au final, beaucoup plus que tous les autres combustibles qu'on utilise aujourd'hui, qui fait qu'on n'aurait pas de problème du tout au niveau énergétique,
pratiquement pas de problème environnemental, pratiquement pas de problème au niveau de la pauvreté. Et il montrait, il en est où dans ses recherches à l'heure actuelle et ça avance vraiment, vraiment à grands pas. Et je ne sais pas si tu as vu, la semaine passée, la Chine a sorti une confirmation qu'ils ont réussi avec un nouveau combustible. Ils appellent ça des centrales au sel fondu. Donc, c'est un combustible liquide qui n'est pas de l'uranium, qui est un autre composé chimique qui est beaucoup moins dangereux. Il n'y a pratiquement pas de chance qu'il y ait ce qui est arrivé à Tchernobyl. Ils sont capables de l'extraire facilement. Il y en a beaucoup plus en abondance à travers la planète au complet. Beaucoup moins dangereux, beaucoup plus facile à produire des petites centrales. Et là, ce qui expliquait, c'est que les États-Unis, présentement, ne sont pas capables de suivre la demande énergétique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voté des nouvelles lois que maintenant, en 180 jours, ils sont obligés d'autoriser ou refuser un projet nucléaire au lieu d'étirer ça sur 10 ans. Donc, on va voir un paquet de projets nucléaires démarrer sous une nouvelle technologie qui n'est pas celle pour laquelle on a vraiment peur aujourd'hui. Et ça m'a vraiment jeté à terre de dire, mon Dieu, on vit dans le mauvais embranchement de l'humanité à cause qu'il y a un humain, en quelque part, qui a pesé sur le mauvais piton dans les années 60-70, si je ne m'abuse, Tchernobyl, qui fait que ça a mis une pause pendant 50 ans sur tous les recherches de développement énergétique nucléaire et tout le développement de talent dans ce créneau-là. Et là, on recommence aujourd'hui à mettre ça à pleine vapeur. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle canne export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Ben, tu vois, je fais du pouce là-dessus, Jonathan, puis c'est assez intéressant. Parce qu'effectivement, je pense que pour faire en sorte que cette fameuse intelligence artificielle soit capable d'accélérer, un des goulots d'étranglement ici va être le volet énergétique. C'est d'avoir assez d'énergie pour faire en sorte que tous ces ordinateurs soient capables de travailler et d'envoyer le maximum d'informations et de travailler pour bâtir les différents modèles. Et la semaine dernière, il y a NVIDIA qui a fait un investissement de 650 millions de dollars dans une entreprise qui est possédée, ou du moins qui est investisseur, Bill Gates, TerraPower, qui est littéralement dans le domaine nucléaire, de l'énergie nucléaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gros joueurs technologiques, si on suit ça de près en ce moment. Meta a également été un investisseur de cette organisation-là. Amazon aussi. Il y a beaucoup de gros joueurs technologiques en ce moment qui se retournent vers l'énergie nucléaire parce qu'ils sentent que c'est un des endroits les plus intéressants pour eux, pour déployer leur capital, pour bâtir leur capacité énergétique, et qui est un des endroits, l'énergie nucléaire, qui est le plus pur, littéralement. Mais effectivement, il y a eu une tragédie. Non, il y en a eu deux grosses tragédies qui ont marqué l'imaginaire et qui font en sorte que par la suite, tu ne veux pas répliquer tout ça. Et la deuxième item qui nous a amené complètement ailleurs, que je n'avais jamais entendu, je dis, mon Dieu, c'est tellement brillant. Il se faisait demander, est-ce que tu crois à l'énergie solaire? Et M. Holman disait, pas sous la forme terrestre. Là, je dis, mon Dieu, pas sous la forme terrestre, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et il se met à expliquer qu'effectivement, sur Terre, le nombre d'heures est limité dans la journée pour capter les rayons du soleil.
Ça va varier d'une région à l'autre entre 10 à 4 heures environ. C'est pas stable et il y a des nuages, tout le reste. Il dit, par contre, si on les envoie en dehors de l'orbite, l'œil que nous, on voit, on pense qu'il fait noir, mais non, il fait soleil 24 heures sur 24. Et il dit, on a la technologie présentement pour envoyer l'énergie sur une longue portée. Ça existe. Il nommait justement la fréquence disponible. Donc, on serait capable de créer une ferme de panneaux solaires qu'on pourrait envoyer en orbite ou à l'extérieur de l'orbite, capter 24 heures sur 24 de l'énergie et avec un faisceau, renvoyer l'énergie à l'endroit où il y a une demande requise. Exemple, en Afrique, à New York, au Canada, peu importe, mais le bouger ce faisceau-là en temps réel selon où la demande elle est requise. Et là, il se mettait à aller plus loin dans ses réflexions, de dire on n'a pas travaillé cette technologie-là dans les 20, 30, 40 dernières années parce qu'il y avait un problème majeur qui était le coût de lancer en orbite une ferme de panneaux solaires. Et là, tu vois où est-ce que je veux m'en aller, Antoine? Ce problème-là, à l'heure actuelle, Elon Musk vient de le régler avec SpaceX. Il a fait drastiquement baisser les coûts de mise en orbite de satellites et d'équipements à l'extérieur de la planète carrément. Et c'est ce que Pablo Solomon disait, c'est qu'on est en train de travailler sur des prototypes qui vont être envoyés à l'extérieur de l'orbite d'ici 12 à 24 mois et on pense avoir des systèmes en production dans moins de 3 ans. Et je me dis, mon Dieu, j'avais jamais entendu ce concept-là ou ce principe-là. Je fais une parenthèse, tu parles de TerraPower. Ce fameux Pablo Solomon-là a contribué via Intellectual Venture Lab à l'invention du concept du réacteur de TerraPower. Donc, il est relié exactement à ce que tu mentionnes. Il a travaillé sur les projets que Bill Gates a poussés. D'ailleurs, il y a un documentaire Netflix là-dessus qui parle justement de ces mini-centrales-là nucléaires qu'ils étaient supposés déployer aux États-Unis, qui se sont fait bloquer par Trump. Et là, ça paradoxe. Oui, exactement. Ouais. Et ça parce que là, maintenant, Trump qui est pour ça. Donc, il y a vraiment une dynamique qui a changé là-dessus. Voilà, exactement. Et je reviens sur le concept de l'énergie. On pense que l'IA va consommer une grande partie de l'énergie mondiale. Ils ont remis les pendules à l'heure. Et là, encore là, ils vont dans deux opposés complètement. Le premier, c'est d'ici 2030, les prévisions de consommation énergétique de l'intelligence artificielle sont prévues à 20 fois la consommation électrique de New York. Donc, d'un côté, on se dit, c'est énorme. C'est comme si on avait inventé 20 fois New York. Mais si on le remet à l'échelle mondiale, ce n'est que 3 % de la consommation mondiale que l'intelligence artificielle devrait prendre d'ici 2030. Donc, d'un côté, c'est énorme, 20 fois New York. De l'autre côté, seulement 3 %. C'est contradictoire souvent ce qu'on entend. Les gens qui étaient sur le stage, c'est des gens souvent qui sont dans des universités bien reconnues. Donc, j'aurais tendance à croire les chiffres qu'ils disent là. Donc, oui, ça va consommer beaucoup. Oui, 3 % c'est beaucoup, mais c'est quand même pas beaucoup 3 % sur l'ensemble de la consommation mondiale. Reste qu'il faut bâtir beaucoup plus de centrales pour réussir à se rendre jusque-là ou des fermes de panneaux solaires en dehors de la planète. On va le voir devant nous où est-ce que ça s'en va. Je pense que ça va être intéressant. Autre petit point qui peut peut-être être intéressant à parler, c'est au niveau du futur positif devant nous. Il expliquait l'ampleur du projet Stargate. On en a parlé aux États-Unis que c'est un gros centre de données qui est en train d'être mis en place et ils nous ont amené dans un narratif, un storytelling intéressant pour comparer tout ça. Je ne sais pas, Antoine, si tu as déjà vu ou suivi un petit peu l'ampleur du projet Manhattan, qui est également nommé le projet Oppenheimer. Vous allez pouvoir voir des bons documentaires sur Netflix. Le film était très, très bon, hein, d'ailleurs. Ouais. Je vous le recommande. Vous allez voir, c'était le plus gros effort de guerre des États-Unis qui a eu lieu, je pense, tu me corrigeras, Antoine, pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1942 et 1945 environ. Donc, c'était la course à développer la fameuse bombe nucléaire. C'est un projet qui était fait en secret, qui a monopolisé au-delà de 100 000 personnes. Ça l'a coûté à l'époque à peu près 1,5 milliard à 2 milliards de dollars. Si on le ramène en dollars d'aujourd'hui, c'est à peu près l'équivalent de 20 milliards de dollars. Donc, le plus gros effort de guerre jamais poussé par les États-Unis était ce fameux projet-là. En dollars d'aujourd'hui, on parle de 20 milliards. Eh bien, Stargate, c'est 25 fois plus gros que le projet Manhattan. Ouais. C'est complètement démesuré. Quand ils l'ont annoncé en janvier, ils avaient déjà engagé des fonds puis des mouvements de fonds pour 100 milliards. Donc, déjà en janvier passé, c'était 5 fois la hauteur du plus grand projet d'effort de guerre des États-Unis, qui était le projet Manhattan, juste pour donner une ordre de grandeur à quel point ils sont en train de bâtir de la puissance de calcul aux États-Unis pour aller au prochain niveau. Donc, je trouvais ça intéressant de le mettre en perspective parce que pour nous, c'est quoi 500 milliards? Bon, c'est des chiffres, mais ça a l'air gros, mais c'est tellement gros qu'on ne peut pas l'imaginer. Donc, 25 fois plus gros que le plus gros effort de guerre que les États-Unis ont jamais fait.
c'est complètement hallucinant au final. Là. Ah, il y a beaucoup de capacités de calcul, comme tu l'as mentionné, beaucoup de GPUs qui sont accumulés un après l'autre en ce moment. Et effectivement, je pense qu'on en parlait récemment, mais allez voir un peu à quoi que ça ressemble. Les vidéos YouTube sont assez impressionnantes de ce qu'ils sont en train de construire. C'est en Arizona. Où est-ce qu'ils font ça? Est-ce que c'est en Arizona, Stargate? Je pense que c'est au Texas. Quand j'ai regardé, il y a un documentaire sur YouTube qui est excellent par rapport à ça. Il y a Sam Altman aussi qui a fait des vidéos pour l'expliquer, mais il y a une vidéo, entre autres, qui montre justement des gens qui se promènent, qui font visiter le site. C'est carrément un désert rouge. Là. La terre, elle est comme rouge. Là. Et ils sont obligés de se promener en 4x4, en golf cart, équivalent de golf cart 4x4, pour être capable de se promener d'une bâtisse à l'autre tellement que c'est gros. C'est complètement démesuré. Là. Complètement démesuré. Effectivement. C'est très, très gros. Ouais. Je termine peut-être avec deux choses, un petit bout de talent, puis après vraiment de l'applicatif dans vos organisations. Niveau talent, je trouvais ça intéressant. Il y a une firme qui a réussi à aller chercher l'information du top 1% des talents d'intelligence artificielle, où est-ce que ça s'en allait, dans quelle compagnie, et qu'est-ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Mon premier takeaway, c'est le suivant. Les États-Unis ont été longtemps un aimant à talent d'intelligence artificielle, et ce n'est plus un talent, un aimant aujourd'hui. Il est en train de se passer une dégradation de la quantité de talent aux États-Unis. Donc, il n'importe plus de talent, les États-Unis, à la même vitesse qu'ils avaient avant, et ils n'en produisent plus non plus à la même vitesse. Donc, les États-Unis sont en train littéralement de se faire détrôner. Par qui tu penses, Antoine? Je te lance la question. Qui tu penses est bientôt le numéro 1 ou est en très bonne voie de devenir le numéro 1 au niveau intelligence artificielle? Ben, logiquement, je dirais la Chine. C'est ce que je pensais, Antoine, et non. C'est l'Inde. Donc, l'Inde était le plus gros exportateur de talents technologiques, entre autres au niveau de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis 2 ans environ. L'Inde n'est plus un exportateur net. L'Inde est rendu un importateur. Donc, les gens quittent de moins en moins l'Inde pour s'en aller aux États-Unis, restent et fondent leur famille en Inde, ce qui est en train de créer un bassin de talent qui est en train de dépasser les États-Unis en termes de capacité de cerveau humain pour l'intelligence artificielle. Donc ça, j'avais jamais vu ça venir. C'est intéressant à voir. États-Unis qui sont en train de se faire détrôner et c'est au profit de l'Inde de l'autre côté. Ben, tu te rappelles, on en avait parlé il y a quelques semaines sur le podcast. On parlait de l'évolution de la croissance du GDP des différents pays. Et l'Inde a une croissance de son GDP, donc de son Gross Domestic Product, à 8,2 % en 2023. Les États-Unis sont à 2,9 %. Et je rappelle, pour les gens qui nous écoutent, le Canada, ça va pas bien. Notre croissance, notre GDP, il est vraiment pas aussi bon qu'il pouvait l'être avant. Puis l'Inde est vraiment, en ce moment, en train de surchauffer, si on reprend un terme que tu as utilisé un petit peu plus tôt. La croissance du pays va très, très vite. Et ça doit être, mon point, ça doit être sûrement relié au fait qu'ils sont capables de garder un petit peu plus leur talent au pays. Et c'est intéressant, on parlait avec des gens là-bas aux États-Unis, puis on leur demandait justement qui vous pensez qui est l'importateur net numéro 1 maintenant mondial, si c'est plus les États-Unis. Et tout le monde répond la Chine. Tout le monde a la Chine dans le radar, mais ce n'est pas ça présentement. Et l'Inde est tellement en train de pousser en termes de population aussi qu'au final, je pense que ça fait du sens. Le point, par contre, qui serait intéressant parce que j'aurais tendance à croire, parce que la statistique que vous regardiez était les importateurs versus les exportateurs de talent. Bon, parce que j'aurais tendance à croire que peut-être que l'Inde est capable de se protéger un petit peu plus, de voir ses talents s'exporter. Mais d'un autre côté, à mon avis, s'il y avait une autre statistique qui serait très intéressante à regarder, c'est qui en produit le plus. Et parce que, historiquement, la Chine, très, très peu de gens vont vers la Chine pour s'intégrer dans le pays. Et plus souvent qu'autrement, depuis que Xi Jinping est au pouvoir, ils sont capables d'investir beaucoup sur place pour garder leurs entreprises là-bas. Donc, je pense que ça serait également ça qui serait intéressant de regarder, c'est combien, eux, des savants, des génies, des scientifiques d'IA en créent-ils? Combien ils sont capables d'en créer à chaque année? Et je ne serais pas surpris qu'ils ont peut-être des bouts d'hypothèses de data, mais qu'ils l'ont exclu parce que est-ce que c'est crédible, la donnée qui provient malheureusement de la Chine de temps à autre? On ne sait pas si c'est la vraie donnée ou pas. C'est tellement opaque, là. Très souvent. Hein? Il y a un contrôle rigide de l'information.
Ouais. Je termine avec quelques réflexions que vous pouvez avoir dans vos entreprises par rapport à l'automatisation numérique, au niveau logiciel aussi, qui ont émergé durant cette conférence-là. La première phrase qui m'a vraiment frappé, c'est AI is the new UI. Donc, l'IA est maintenant la nouvelle interface utilisateur ou la nouvelle manière d'interagir avec ces logiciels, avec ces systèmes. Donc, il y a vraiment une porte qui est en train de s'ouvrir dans nos organisations, qu'on va voir de plus en plus s'ouvrir grandement et qu'on va utiliser. On est habitué d'utiliser un logiciel qui est fixe sur un écran ou sur un téléphone mobile, mais là, l'IA va commencer à nous ouvrir des portes qui vont être beaucoup plus proches d'une conversation ou d'une interaction avec un humain, donc que ce soit en audio ou simplement un échange qui voit ce qu'on fait sur notre ordinateur, qui nous guide puis qui fait ce qu'on veut à notre place. Donc, il y a cette réflexion-là que si vous devez acheter des logiciels devant vous ou développer des logiciels, n'oubliez pas cette possibilité-là, ou du moins ce qui s'en vient devant nous pour pas développer ou acheter quelque chose qui va être désuet dans 6, 12, 18 mois. Comme je disais, j'en ai déjà parlé, on a des démonstrations qu'on fait présentement à partir de ChatGPT. On est capable de poser n'importe quelle question à un lot de données qui peut venir d'un CRM ou un ERP. Et il va nous répondre à des questions pareilles comme un humain qui connaissait l'entièreté de la base de données sur le bout de ses doigts. On est rendu là présentement, là, donc ça va bouger vite. L'autre bout, c'est pour se poser la question, quelles données que l'on possède, que sa compétition ne possède pas, et comment on peut en prendre un avantage stratégique. Parce que l'IA est basée généralement sur la donnée. Donc, souvent, on détient la donnée qu'on ne se rend pas compte que c'est une mine d'or. On a souvent entendu parler dans les 2 dernières décennies qu'il y avait le big data, que la donnée allait être une mine d'or. On est rendu là, on peut l'exploiter. Donc, pensez-y, réfléchissez-y stratégiquement dans votre organisation. Quelle est la donnée que vous détenez qui vous permettrait là, vraiment de dépasser la compétition? Et je termine avec le dernier mot que je trouve intéressant, et c'est ce qu'on perçoit ou qu'on voit, nous, quand on accompagne des clients dans l'intelligence artificielle et l'automatisation par l'intelligence artificielle dans leur entreprise, c'est que, excusez-moi l'expression en bon français, l'IA n'est pas bolt-on. Donc, c'est pas clé en main qu'on arrive, qu'on met ça en place et ça se finit là. C'est pas comme d'acheter un logiciel, un petit logiciel qu'on le met, on l'allume, c'est fait, c'est réglé. C'est vraiment quelque chose qui nécessite du fine-tuning comme un humain. Donc, c'est comme si on venait d'embaucher un humain. Il faut l'entraîner, il faut le corriger, il faut l'encadrer, il faut l'élever. Donc, c'est pas les mêmes processus d'intégrer de l'IA puis de développer des logiciels IA que de faire du logiciel traditionnel. Ça demande différents acteurs qui vont venir autour de la table, des processus différents, mais surtout penser de manière incrémentielle. Pensez pas que du jour au lendemain, vous allez avoir un gain hallucinant et que ça va marcher clé en main. Il faut vraiment fine-tuner, modifier le modèle, l'amener à un niveau pareil comme si on venait d'engager un humain et qu'on lui demandait de faire une tâche. La bonne nouvelle, c'est quand on va être rendu à un niveau de fiabilité assez élevé après cet entraînement-là, il ne devrait plus reculer, il devrait que s'améliorer à travers le temps dans la majorité des cas, contrairement à un humain qui parfois décide de quitter et on recommence avec un nouvel humain. Donc, dites-vous, l'IA n'est pas clé en main bolt-on. Ça demande un peu plus d'efforts, mais au moins rendu à destination, cette affaire-là est un gain durable dans le temps. Avant de te laisser filer, Jonathan, optimiste, pessimiste ou craintif pour les 2 prochaines années? Je suis un président d'entreprise positif. J'ai souvent tendance à sous-estimer certaines choses dans le cadre des affaires et dire « let's go, on le fait, on y va, on avance ». Et de mon côté personnel, je suis quelqu'un qui adore malheureusement les scénarios catastrophes et qui aime ça faire des plans si jamais il y avait... tu sais, les films de fin du monde, moi, je tripe d'écouter ça. J'espère jamais que ça va arriver. Je suis le gars qui est extrêmement préparé s'il arrive quelque chose. Donc, je suis un positif dans l'âme, mais je me prépare au pire, au cas où que ça arriverait. Je ne voudrais pas être du genre à faire « mon Dieu, je l'ai vu venir ». Donc, j'ai certains trucs, certains projets qui roulent en parallèle pour être capable de, si jamais il arrivait certains scénarios, d'être capable de tirer mon épingle du jeu mieux que d'autres. Mais voilà. Donc, je suis un positif, mais qui prépare quand même ce qui pourrait arriver pour des scénarios négatifs. Tu sais, je me ramène vraiment, si on ne règle pas le problème d'interprétabilité, donc de comprendre comment ces cerveaux numériques-là fonctionnent, comme le cerveau humain, là, on ne comprend pas comment ça fonctionne encore 100%. Si on ne règle pas ça, ce problème-là, avant d'arriver à l'AGI, je pense que ça pourrait définitivement tourner dans les statistiques que ça peut mal tourner, qu'on a dit tantôt. Mais là, c'est une boule de cristal à suivre. Je serais curieux de voir toi, Antoine, positif ou optimiste? Je
Je pense que c'est intéressant le fait que tu l'aies segmenté au niveau professionnel et au niveau personnel. Je pense que je rajouterais un segment à ça. Je rajouterais le volet peut-être sociétal qui englobe un petit peu tout ça. J'aurais tendance à dire ici, je suis un peu craintif. Je suis avec toi là-dessus, Antoine. Oui. Je pense qu'on... Toi et moi, on est là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans et qui regardent ça au quotidien. Je pense que toutes les personnes qui sont en train de regarder un petit peu l'évolution et la rapidité que les choses vont ici n'ont pas le choix d'être craintifs un petit peu. Pas nécessairement à cause de l'impact de l'intelligence artificielle, mais peut-être de la non-compréhension des instances et de beaucoup de gens sur ce qui est vraiment en train de se passer. Et je pense qu'il y a une expression qui dit les choses se font tranquillement et à un certain point, tout arrive en même temps. J'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu ce qui se déroule ici. On est en train de voir un début d'ébullition autour de certains points, certains concepts, certains changements. À un moment donné, tout va arriver en même temps. Donc ça, je pense que c'est clair. Et ce que je pense beaucoup au moment où on se parle, c'est vraiment le volet très sociétal, peut-être des pertes d'emploi sur des métiers qu'on n'aura peut-être pas encore considéré comment réellement les remplacer. Mon point, je ne sais pas à quel point on va avoir été capable d'être assez créatif en tant que société pour retrouver des emplois pour l'entièreté des gens qui n'en auront plus. Et le temps entre les emplois sont perdus et qu'est-ce que font ces gens-là? Ben, qu'est-ce qui va se dérouler? Je ne suis pas sûr que c'est tellement bon de se retrouver avec 10, 15, 20, 30 % de taux de chômage. Et où l'argent va venir? Ben, la majeure partie de cet argent-là risque de se retrouver, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, entre les mains de très, très gros joueurs. Ça, c'est la loi du capitalisme. Donc, ici, je suis un peu craintif. Au niveau professionnel, je pense que de toute façon, en ce moment, soyons honnêtes, que vous ayez peur ou que vous soyez positif, optimiste, vous n'avez pas le choix d'avancer. C'est simplement une question de vie ou de mort quasiment. C'est-à-dire, vous devez intégrer ça dans votre quotidien. C'est une inévitabilité et vous devez le mettre en place. Soyez juste conscient de tout ce qui est en train de se dérouler. Moi, je pense que ce serait peut-être comme ça qu'on pourrait terminer. Et souvent, il y en a qui ont peur de ce qu'on dit là, que c'est inévitable. Moi, je ramène ça juste à l'électricité. C'est comme si, dans les débuts des années 1900, on disait, moi, je veux rien savoir de l'électricité, et que les gens disent non, c'est inévitable. C'est la même chose. La seule différence, Jonathan, c'est que l'électricité n'avait pas de conscience. Et c'est peut-être ça le point qui change beaucoup de choses. C'est quand une conscience prend autant d'impact et autant de contrôle sur des choses. Et de ce que je comprends, les plus grands chercheurs au monde et les plus grands experts ne savent même pas comment contrôler cette conscience. Ben là, il faut se poser quand même tout de même des questions et mettre des points d'interrogation. Tu vois, on finit le podcast et là, j'ai fait dans 1 heure un podcast avec David Proulx, qui est quelqu'un qui est très fort dans l'intelligence artificielle. Je pense que je vais lui renvoyer la même question. Positif, une excellente question. Négatif ou craintif? Bon, Jonathan, je te laisse filer. Merci encore de ce très, très bon résumé qui a été, je suis convaincu, enrichissant pour les gens qui nous écoutent. On se dit également à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.